BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Bonjour et bienvenue, c'est une émission normale mais un peu particulière car c'est le dernier duel hebdomadaire. C'est la dernière fois que nous allons mettre face à face deux créateurs d'entreprise qui vont tenter de s'entretuer littéralement pour accéder à la grande finale du mois de juin où un lauréat se verra attribuer une campagne de communication pour son entreprise sur BFM Business. Donc voilà, 28 émissions sur l'ensemble de l'année. Il va y avoir toute une série d'éliminatoires, comme l'on dit, 4 éliminatoires et nous aurons ensuite 2 demi-finales, puis une grande finale en direct, en public, blablabla. Ça va être la classe. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Ève Chegaray, bonjour. Bonjour Nicolas. Coach en communication pour les entrepreneurs. Et Sylvain Aurébi pour ce dernier duel. C'est pas la dernière, mais c'est vraiment le dernier duel hebdomadaire. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, les thés Kousmi, les infusions bio, Love Organique. Nous avons 2 créateurs d'entreprise pour terminer cette saison. Le premier, c'est Steven Le Guillon, bonjour. Bonjour Nicolas. Qui va nous parler de la belleassiette.fr. Et le second, Denis Moron. Bonjour Nicolas. Avec Food and Wood. C'est parti. BFM Academy, ils y croient. Mais croirez-vous en eux? Steven Le Guillon, la belle assiette. On a déjà eu des gens comme ça qui déplacent chez vous un chef Adam. On a eu les dîners d'Héloïse. Les dîners d'Héloïse, par exemple. Voilà une nouvelle offre de chef à domicile qui s'occupe de tout et Alexandra Paget a ouvert les portes de chez elle. 13h, Brian Defer s'active en cuisine. Il doit servir un déjeuner pour 6, entièrement concocté par ses soins, directement au domicile de son client. Il met la touche finale à son entrée, un artichaut farci aux langoustes, gambas, épinards et citron confit. Et il sert lui-même les convives à tabler au salon. C'est très saison, hein. C'est de saison, c'est aussi l'intérêt d'avoir un chef la belle assiette. Le déjeuner est entièrement sans beurre. Ce sont les hôtes, Laurent Sachs et sa femme, qui ont décidé de leur menu sur mesure. Ils font régulièrement appel à l'un des 260 chefs indépendants de la belle assiette. Je trouve ça très pratique. J'aime bien recevoir, nous aimons bien recevoir à la maison. Et par contre, on n'a pas vraiment le temps de tout faire, les courses, la cuisine. Donc je trouve que c'est un très bon système. Ce déjeuner coûte 50 € par personne. En un an d'existence, les concierges de la Belle Assiette ont envoyé leur chef trier sur le volet chez plus de 1500 particuliers et 25 entreprises. La start-up table sur un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros cette année. Steven Le Guillon, le cofondateur de la Belle Assiette, multiplie ses offres. En fait, c'est tous vos besoins de restauration préparés par les chefs. Donc ça peut aller d'un dîner très haut de gamme avec le chef qui est à domicile ou à des choses un peu plus abordables avec un buffet préparé pour un anniversaire, un brunch, un cours de cuisine ou un cocktail dînatoire pour votre entreprise pour le lancement d'un produit. La Belle Assiette va bientôt ouvrir en Belgique, puis ce sera le Luxembourg, la Suisse et la Grande-Bretagne. Pendant ce temps, chez Laurent Sachs, Brian commence à faire la vaisselle et à ranger. Quand il quittera les lieux, la cuisine sera impeccable. Bon, Steven Le Guillon, on en a reçu, nous, dans BFM Academy, qui font un peu le même métier que vous. Ouais. Un chef se déplace à domicile, les courses seront faites, il va vous servir à table, il va s'occuper du rangement. Vous allez sélectionner avec lui le brunch, le cocktail, le buffet que vous souhaitez. Il y a tout type de solutions. J'ai l'impression que voilà, le marché existe, qu'il est bien installé, et que peut-être c'est pas évident d'y faire sa place. Pourquoi vous avez décidé de rentrer là-dedans en février 2012 ? Alors, ce qui fait la vraie différence entre ce type d'entreprise et la belle assiette, c'est en fait c'est la taille. Là, vous avez reçu ce que nous, dans notre jargon au sein de l'entreprise, on appelle des traiteurs de luxe. C'est quelques traiteurs qui ont salarié 1, 2, 3 chefs qui ont ensuite déterminé 4-5 menus standardisés et qui les proposent. Avec eux, hein, vous les prenez un peu. Non, ils font une qualité qui est très bien et on travaille avec certains d'entre eux. La différence avec la belle assiette, c'est qu'on couvre le territoire français depuis un endroit, depuis nos bureaux à Paris, avec 260 chefs qu'on a validés et sélectionnés. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter déjà de la variété. Donc chaque chef va proposer ses propres menus qu'on a validés derrière. Vous allez pouvoir avoir un menu marocain, de la cuisine traditionnelle française, du thaï. Enfin, le chef qui est à Lyon, je vais le retrouver à Lyon à tous les coups, parce qu'il ne va pas venir à Lille ou à Nantes. Exactement, mais si on regarde à Paris, on travaille avec 60 chefs différents à Paris pour vous apporter une variété. Qu'est-ce que vous appelez un chef? Parce que 260
60 chefs, ça fait beaucoup, quoi. Dans l'imaginaire collectif, 5000 le en chef, France. c'est quand même le type il a du bleu, blanc, rouge au bout de ses trucs, là, Alors, enfin, vous voyez. C'est là où rentre vraiment tout le service de la Belle Assiette. On a 2500, enfin il existe 2500 chefs cuisiniers indépendants en France. Ah, vous voyez, je disais 5000. Voilà. Bon, j'étais à Voilà. la moitié. Aujourd'hui, sur la Belle Assiette, on a 2 voire 3 qui s'inscrivent par jour. Alors bien sûr, on n'accepte pas tout le monde sur la plateforme. Donc il y a un processus de sélection en amont. Et suite à ça, on fait ce qu'on appelle les dîners de validation avec un jury. Et ensuite, les chefs sont mis sur la plateforme et peuvent travailler. Ils sont demandeurs. Ils sont Exactement, demandeurs. ouais. Vous avez plus de demandes que de besoins. Travailler plus pour gagner plus. Alors c'est ce qui vient avec un peu le développement de la notoriété de la Belle Assiette. Quand on a commencé l'entreprise, on n'avait pas beaucoup de demandes. On a dû aller chercher, démarcher les premiers chefs et je remercie justement les 15 premiers chefs qui ont suivi 2 entrepreneurs, Giorgio et moi, dans cette démarche. Mais maintenant, la balance tourne et la balance change et c'est les chefs qui viennent à nous et de plus en plus, et pas uniquement en France, même à l'international. Ils travaillent combien de fois par mois, les chefs, comme ça, avec 250, 260 chefs? Ça ne doit pas travailler très souvent. En fait, ça va varier selon les zones en France. Il y a des endroits où on est plus connu que d'autres. Le chef qui est le plus actif va travailler 4-5 fois par semaine. Il y a bien sûr des chefs à qui on n'a pas encore apporté de réservation, mais c'est qu'une question de temps. Et au fur et à mesure, justement, avec ce type de visibilité, ça va s'accélérer. Alors vous dites que Ève chez Garret. Non, je me demandais si vous êtes en train de démocratiser cette pratique de faire venir un chef chez vous, chez nous, chez soi, ou dans l'entreprise c'est d'ailleurs. pas le sujet. C'est une Non, simplification, c'est quoi? Non, le sujet n'est pas de pousser une démocratisation parce qu'on reste sur un produit qui n'est pas encore donné à tout le monde. Le tout, c'est de vous illustrer dans quel cas vous pourriez faire appel à un chef. Et c'est là où la Belle Assiette rentre en jeu. Notre mission est de vous permettre de recevoir en vous faisant plaisir, chose qui est difficile aujourd'hui. Donc certains de nos clients particuliers vont réserver une fois toutes les 2 semaines. C'est des gens qui reçoivent beaucoup et qui ont les moyens de le faire. Et derrière, on a un deuxième type de clientèle qui, eux, vont recevoir pour des événements un peu plus exceptionnels, des dîners de famille, des communions, un anniversaire un peu spécial, où là, ça va être une réservation tous les 6-8 mois. Vous avez la possibilité de répondre à un repas de famille où il y a, je sais pas, 25, 30, 35 personnes. Alors nos réservations, elles vont de 2 personnes. Bien sûr, le prix par personne sera un peu plus élevé, on en parlera sûrement après, jusque des mariages avec 200 personnes qu'on a déjà organisés. D'accord, donc vous êtes le traiteur, la Belle Assiette, ça peut être le traiteur de mon mariage. Alors ce qui fait toute la différence, c'est que chaque prestation, le menu va être unique et vous allez vraiment avoir un contact avec le chef par rapport à un traiteur aujourd'hui où ils organisent ça en atelier et c'est un groupe de personnes qui travaillent pour un menu qui a été défini au préalable par l'entreprise de traiteur. Alors vous dites c'est pas donné à tout le monde, effectivement, c'est même globalement assez cher. Qu'est-ce qui fixe les prix? Alors, je vais lui donner les prix à 45 € de panier moyen, ça démarre à 35 € par personne et ça monte à 120 par personne. Donc les prix, c'est les chefs définissent les prix. Alors en fait, qu'est-ce que la Belle Assiette techniquement? Après, ça va bien plus que ça, c'est une place de marché. Donc on offre tous les outils aux chefs pour qu'ils puissent gérer entièrement leur activité sur la plateforme. Le chef va définir ses menus, ses prix, son calendrier, la zone dans laquelle il veut bien se déplacer. Une fois qu'il a paramétré toutes ces infos, le chef va recevoir les réservations de nos clients exactement où il veut, quand il veut. Ça va lui permettre d'être indépendant. Et aujourd'hui, notre gamme de prix va à peu près de 35 € par personne jusque, comme Nicolas le disait, ça peut aller très cher, 120 €, 200 € pour les accords mets vins avec des produits très nobles. Et ils fournissent les vins aussi? On peut. Ça va varier. La plupart de nos prestations n'ont pas les vins. C'est un des avantages de faire venir un chef. On peut utiliser sa propre cave. Et la Belle Assiette, suite à votre réservation, va vous donner des conseils en fait sur quel vin accompagne bien le menu. Moi, j'ai une question sur vous, votre parcours. Vous avez 25 ans. La Belle Assiette est lancée depuis 2 ans. Alors on a créé l'entreprise en février 2012, mais ça a pris du temps avant qu'on ait un produit qui se commercialise. Pourquoi est-ce qu'on a commencé cette entreprise? On connaissait avec Giorgio quelques chefs qui exerçaient cette activité. Giorgio Rico, qui est donc votre associé dans l'aventure. On savait qu'ils avaient un talent particulier en cuisine, mais ils n'étaient pas très forts du côté business. C'est pas leur métier. Donc on savait qu'on voulait comme un artiste peut être un créatif. Donc on savait qu'on voulait travailler avec eux, mais on savait pas exactement quel service apporter. Ça nous a pris quasiment 1 an pour découvrir exactement le concept de la Belle Assiette,
quel était notre business model, comment ça allait fonctionner. Et depuis mars 2013, en fait, on a un produit qui se commercialise. Exactement. Et avant, vous étiez basé en Angleterre. Exactement. Et vous étiez dans une activité ressemblante. En fait, j'ai passé mon baccalauréat en France et je suis parti en Angleterre. Je suis franco-irlandais, donc c'était un peu naturel pour moi de partir dans un pays anglo-saxon. J'ai fait un bachelor là-bas. Et au bout d'un an, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Appetize.com, qui existe encore, qui était dans la restauration et qui permettait de faire livrer tout ce qui est du take-away à domicile. Vous connaissez sûrement Allo Resto en France, une grande entreprise française. Et en fait, on était les premiers à faire ça. Et j'ai été dirigeant de cette entreprise-là pendant 4 ans avant de revenir en France pour créer La Belle Assiette. Donc vous avez le goût du goût. J'aime bien la restauration et j'aime bien manger, ouais. Vous êtes 11 aujourd'hui, il y a 10 embauches prévues cette année, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, alors avec 1500 clients particuliers, 25 entreprises de toute taille, dites-vous, et vous avez fait une levée de fonds de 365 000 euros auprès de business angels français et américains. On vous retrouve tout à l'heure, on marque une pause. Notre second candidat s'appelle Denis Moreau, Food & Wood, c'est à suivre. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Denis Moron, je ne vais pas écorcher votre nom comme visiblement je l'ai fait précédemment. Vous êtes venu nous présenter Food & Wood, ça suppose un voyage que Alexandra Paget a fait pour nous jusqu'en Amérique latine et en l'occurrence au Brésil. Aéroport de Vitória da Conquista dans l'est du Brésil. Didier Chinchilla et Denis Moron accueillent Stéphane, l'un de leurs investisseurs historiques. Direction les terres agricoles gérées par Food & Wood. 3 heures de route pour atteindre les hauts plateaux de la Chapada. C'est là, à 1400 mètres d'altitude, que Didier Chinchilla a découvert un microclimat. Au départ, nous cherchions un endroit pour planter des oliviers, puisque le Brésil ne produit pas ou très peu d'oliviers pour sa consommation, qui est une des grandes consommations du pays. Donc il importe de l'olivier. J'avais le sentiment, étant du sud de la France, que dans la Chapada diamantine, dans ces hauts plateaux, il y avait un quasi-climat méditerranéen. Ce climat unique au Brésil permet à Food & Wood de produire hors saison des mangues pour le marché brésilien à des coûts maîtrisés. Et c'est bien pour ça que Stéphanie a cru dès le départ en 2009. Il représente un groupe d'investisseurs privés qui possède aujourd'hui près de 1200 hectares de terre. Ce fameux microclimat permet des rendements exceptionnels, tant dans la qualité des fruits qui vont être produits que dans leur quantité. Des rendements autour de 15 à 20%, mais pas sans risque. La région connaît depuis 3 ans une sécheresse qui ralentit les plans de Food & Wood. La dizaine d'investisseurs prend son mal en patience, d'autant que la région de Bahia et son député, Alfonso Florence, regardent de très près le travail des Français, comme on dit ici. La volonté du gouvernement de Bahia, c'est d'attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers, et en particulier français, dans l'agriculture, pour leur permettre d'exploiter au mieux ces microclimats. Car Bahia veut se développer comme l'une des puissances agricoles brésiliennes. Food & Wood a déjà mis en culture 250 hectares sur les 7000 gérés par la société. Première récolte prévue l'année prochaine. Étape suivante, de nouvelles cultures, vignes, olives bien sûr, mais aussi reboisement de terres dégradées. Voilà, Denis Moron avec Food & Wood. Si je dis que vous proposez aux investisseurs des placements dans un programme de revalorisation de terres arables délaissées au Brésil, est-ce que pour l'instant, j'ai compris votre histoire? C'est tout à fait exact. Est-ce que je dis que c'est un rendement annuel à 2 chiffres? Est-ce que j'ai encore compris ce que vous m'avez... Vous avez compris. Et a priori, donc, des projets de reboisement ou alors de plantation d'arbres fruitiers? Oui, de l'agroforesterie. L'agroforesterie, je ne sais pas si tout le monde comprend. Alors c'est l'agroforesterie. Oh ben ça y est, ouais. Genre ils sont super pros en agroforesterie. J'aurais aimé vous prendre sur le sujet. Moi j'ai fait ça en plus. Le principe de mélanger de la reforestation avec des cultures. Et ça peut être aussi d'ailleurs avec de l'élevage. C'est-à-dire qu'on plante des haies d'arbres et on met du bétail entre les haies. Vous avez un bureau à Sèvres en France et vous êtes donc en train de cultiver des terres au Brésil, mais vous êtes installé à Montevideo. Alors ça en fait des kilomètres? Alors, en réalité, le siège de la société est au Brésil. C'est là-bas qu'on a démarré. On a aussi monté une filiale en Uruguay. Tout simplement parce que le Brésil est un pays qui est compliqué, en particulier pour les transferts de fonds. Il faut que la personne, si c'est une personne, il faut qu'elle obtienne un numéro d'identification brésilien, ça prend du temps. Si c'est une société, il faut aussi un numéro d'identification brésilien avant de pouvoir envoyer des fonds. Donc, on a créé la structure uruguayenne dans ce but, mais on a aussi la vision que d'ici quelques années, on pourrait reproduire le schéma brésilien en Uruguay. Cela dit, jusqu'à présent, tous nos investisseurs sont français. On les a trouvés en France. C'est l'essentiel de mon activité en France, c'est ça. Et ça explique la présence d'un bureau. Donc aujourd'hui, Denis, vous vous adressez
à ces investisseurs, alors, en quelque sorte. Parce que quel type d'investisseur? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée? Est-ce qu'il y a une durée limite de placement pour espérer avoir ce rendement à 2 chiffres que vous mettez en avant? C'est pas en 6 mois, évidemment. Oui. Alors, il y a effectivement, il y a un certain type d'investisseurs qui nous intéressent aujourd'hui particulièrement, qui sont des investisseurs qui sont capables quand même de mettre 100 à 150 000 euros dans un de ces placements. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas d'un fonds qui irait investir dans une activité existante. Nous créons des projets d'agroforesterie et nous cherchons des investisseurs privés, des family office, pour financer ces projets. Oui. Ce sont des projets dont le montant va entre 1 et, disons, 6 millions, 7 millions d'euros pour l'instant. On a des projets plus ambitieux. On a démarré petit et on a progressé. Et maintenant, on a une certaine capacité à reproduire et à faire... Attention, il y a votre micro qui touche la chemise, il faudrait le décaler un peu, ça fait un peu... ça frotte un peu. Vous bouclez le tour de table pour démarrer une activité, ou est-ce que tout ça est mutualisé? Est-ce que quand on investit sur un projet ou sur l'ensemble? Oui, ça dépend du type de projet. Par exemple, aujourd'hui, on a déjà acquis 7200 hectares. Nous et les premiers investisseurs ont acquis en totalité 7200 hectares dans une région de l'État de Bahia. Pour le moment, nous avons... propriété? Oui. Hein? Propriété du sol? Absolument. D'accord. Pour le moment, sur ces 7200 hectares, on a mis 250 hectares de fruitiers en culture. Il est évident... les mangues qu'on a goûtées... Regardez, elle est là. Voilà. Celle-là, elle vient vraiment de là-bas? Ah oui. Vous l'avez pas acheté au bon marché avant de venir? Je viens de vous la ramener. On est rentré il n'y a pas longtemps. Donc j'étais au Brésil avec Alexandre Rapagé. Il y en a même des plus grosses encore, je crois. Oui. Ça, c'est un relativement petit modèle. Celui que j'avais découpé était plus gros. Il a déjà fondu. Il a déjà pas mal fondu. On se régale. Alors ça, c'est la particularité, après je pense qu'on en parlera, c'est la particularité de l'endroit où on se trouve en ce moment, c'est que c'est un endroit qu'on a découvert réellement parce que notre projet initial, c'était de planter des oliviers, de faire pousser des olives. C'est une culture qui n'existe pratiquement pas. Il y a des tentatives au Brésil. Le Brésil importe la totalité de l'huile d'olive qu'il consomme. Donc il y avait un premier projet et il se trouve que nos olives ont poussé, les premières olives ont poussé après 2 ans seulement d'avoir planté les premiers oliviers. Donc et bon climat. Ça a été 2 ans d'observation où on a pu se rendre compte de la qualité de ce climat qui est un climat quasi méditerranéen. Et ce climat a plusieurs avantages. Un, des coûts de production réduits parce que vous avez moins d'évapotranspiration des plantes, donc moins besoin d'irriguer. Vous avez moins de maladies. L'air est plus sec. Vous avez des températures qui baissent la nuit, donc qui sont favorables aux oliviers, mais qui offrent aussi une maturation plus longue pour le fruit. Donc on obtient des fruits de meilleure qualité. C'est le cas de cette mangue, c'est le cas de tous les fruits que nous... Vous faites des oliviers ou vous faites des mangues finalement? Alors, l'olivier reste expérimental. Pour l'instant, ça reste, il y a, je crois qu'on a planté quelque chose comme 3-4 hectares d'oliviers, 20 espèces différentes, et on a démarré maintenant un partenariat avec l'État de Bahia, qui est très intéressé. L'État de Bahia, c'est un État qui est profondément agricole, ils sont très intéressés par des expériences, ils en font sur le vin, que je mentionnerai peut-être, et sur les oliviers, ils ont voulu nous rejoindre. Vos investisseurs, ils sont pas là pour expérimenter. Non, les investisseurs, donc ça c'était l'expérimentation, c'était l'acclimatation de l'olivier qui démontrait le climat qu'on avait trouvé dans cette région. C'est une région isolée, pauvre, il y a de grands espaces en friche, et c'est à partir de là, c'est ce constat de microclimat qui nous a fait, et la présence de grands espaces désertés, des pâturages qui ont été brûlés, qui ont servi de pâturage pendant des années, puis abandonnés, qui sont maintenant des espaces en friche, donc il y a tout à faire, sur lesquels on a décidé de mener des opérations d'agroforesterie. On a bien compris, vous dites que la rentabilité va aller de 15 à 20%, ce qui est quand même relativement alléchant, c'est nettement plus que la croissance mondiale. Comment vous créez la confiance sur ce type de projet? Des investissements lointains, sur une longue période, à des inconnus, perdus en Amérique latine, voilà, on se dit... Est-ce que c'est louche? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, honnêtement, on pense pas que ce soit louche, mais c'est vrai qu'il y a un risque qui est important. Là, on vous écoute, tout ce que vous nous racontez est passionnant et transparent, mais bon, il faut créer la confiance sur ce type d'histoire. Si j'étais venu il y a 3 ans, vous auriez pu douter encore plus, puisqu'on n'avait pas commencé à planter, on avait juste commencé à acquérir les terres. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a planté. Les premières récoltes vraiment en volume vont arriver l'année prochaine.
La confiance, comment on la crée? Je crois que la première chose, ce serait par exemple, comme dans le reportage on a vu, un investisseur qui avait démarré avec une certaine mise de fonds, il l'a multiplié par 10. La confiance, elle s'est créée dans ce premier projet où on a démontré notre capacité à mettre en œuvre le projet, toutes les difficultés administratives qu'on a surmontées au Brésil. On a même surmonté une sécheresse. On est la plus grosse sécheresse que l'État de Bahia ait connue en 60 ans. On a traversé tout ça, on a monté des équipes solides. Ça s'est pas fait tout de suite. Il a fallu 3-4 ans pour que tout ça se mette en place. Et c'est pour ça, maintenant, qu'on se sent fort et capable d'aller répliquer ce modèle ailleurs. L'aventure de Didier Moron, donc avec Food & Wood, à côté de Didier Chinchilla. On en reparlera tout à l'heure, bien évidemment. 100 000 € de chiffre d'affaires en 2013, 200 000 € en 2014, 600 000 € en 2015 avec l'équilibre, 1 million d'euros en 2016. Donc pour ces investissements sur des terres délaissées du Brésil. On marque une nouvelle pause dans BFM Academy. Les mouches du coach à suivre. BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. BFM Academy, la suite avec une place de marché. Une place de marché, c'est la belle assiette. Vous êtes un chef cuisinier et puis vous cherchez un chef cuisinier. Ben voilà, vous allez réussir à vous retrouver grâce à la belle assiette. On peut tout trouver sur la belle assiette. BFM Academy, la mouche de coach. Et vraiment, ça n'aura jamais aussi bien porté son nom. Hein. Place de marché? Pourquoi? Marché, Nicolas. Oui, d'accord. Oui, il fait tout, les courses, le service, le rangement, les repas, les cocktails dînatoires, les mariages, les cours de cuisine, le brunch, le buffet. On peut même avoir un chef à demeure. Oui, si vous partez en vacances, vous pouvez partir avec un de nos chefs pendant une semaine. Si les beaux gosses, c'est sympa. Oh, ça y est, là, ça marche bien pour les enfants de vie de jeunes filles. Si je dis que vous êtes une conciergerie, ça vous choque? Non, du tout. En fait, on est une place de marché techniquement, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart de nos clients rentrent en contact avec nos concierges, comme on a pu voir dans le reportage, et on les conseille avec quelques questions, un petit court entretien, on peut trouver le menu parfait. Vite, Sylvain, empêchez Nicolas de faire la mouche. Non, je la fais pas. 2,5 millions d'euros en 2000. Aussi dire des choses intelligentes. 2014. Oui, moi on me laisse que les trucs qui n'ont aucun intérêt, les âneries et ceux qui peuvent exister et briller en société sont Sylvain Aurébi et F. Chegaray. Absolument, et nous allons le prouver dans un instant. Allons-y, c'est parti. Bon, Steven, autant vous dire tout de suite que j'aime beaucoup la belle assiette. Je trouve ça très très bien. Je trouve que le concept du chef à domicile, c'est vraiment top. Moi, je l'ai utilisé, pas avec vous, mais par le passé. J'ai testé, c'est vraiment formidable d'avoir un chef qui vient à la maison et qui fait tout. Ouais. Et puis dans ce concept, vous avez fait un sans faute, vraiment, il n'y a pas d'erreur, de A jusqu'à Z. D'abord, vous avez une techno innovante. Vous avez gagné un prix d'ailleurs, vous avez été élu meilleure innovation de je ne sais quoi. Oui, c'était encore dans notre phase bêta, même avant notre lancement commercial. On avait été élu meilleure innovation e-commerce. Ouais. Bon, très bon. Vous avez même inventé l'algogou, un algorithme hyper puissant qui permet de savoir en 2 clics ce que j'ai envie de manger. Alors je suis allé voir, et puis finalement j'ai mangé un poisson d'avril parce que c'était une blague. J'avais fait le coup le 1er avril et ça a marché. Et vous avez gobé. Et j'ai gobé et j'ai mangé le poisson. Bravo, voilà. Vous êtes celui qui a fait gober un truc à Sylvain. Votre site donne envie de manger. Il y a un choix extensif de chefs les plus talentueux, de menus très très divers. On peut prendre des cours de cuisine comme l'a dit Nicolas, emmener son chef en vacances comme le rêve Ève. On peut offrir, il y a des bons cadeaux. On peut offrir des cours de cuisine, on peut offrir des repas, 240 € pour 4 personnes. Un service très complet. On voit que vous avez fait un benchmark efficace. Vous êtes allé voir dans le monde entier ce qui se faisait, vous avez pris le meilleur de tout et puis ça marche très bien. C'est très malin, très beau site, très belle ergonomie. On peut tout manger. Hein, quel que soit son régime ou ses allergies, végétarien, cachère, halal, sans gluten, plus le basique, quoi, le polynésien, marocain et catalan. Vos chefs sont labellisés. Ils sont labellisés LBA Verified. Alors, on a pas tous. C'est un label en fait qu'on crée pour les chefs qui se démarquent vraiment. Pour vous expliquer un petit peu l'ambition, aujourd'hui, on a la communauté de chefs qui grandit si rapidement que l'objectif est que tous ces chefs-là aient notre label. En fait, c'est une validation par le jury. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a réussi à labelliser tout le monde, apporter plus de catégorisation et permettre aux clients d'avoir une expérience un peu plus facile. C'est très bien fait. D'ailleurs, quand on est chef, pour s'inscrire, c'est très bien fait. L'interface est très bien faite et on peut s'inscrire facilement. Ça les dégage complètement de toutes les contingences. Vous avez un modèle économique qui me paraît équilibré parce que vous prenez des abonnements des chefs, vous prenez 10 € par
par repas. Et puis en plus, vous organisez des services de traiteurs sans vous ennuyer avec toute la logistique finalement. Donc je pense que globalement, ça fonctionne plutôt bien économiquement. Et en plus d'être présent partout en France, vous pouvez le décliner à l'étranger parce que pour le coup, votre plateforme, on peut la traduire. Et donc, donc je suis un peu désolé. Je n'arrive pas à vous torturer, je n'arrive pas à trouver un vrai truc qui me gêne chez vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un petit dîner à deux avec Ève, en tête à tête. Alors juste pour ça, il va falloir que j'envoie son mari au Brésil pour aller surveiller ses investissements chez Food & Wood. Et donc je compte sur vous pour me le garder quelques jours là-bas. Bon, on y va, alors allez, on y va. À bientôt, Nicolas. Bon, à bientôt. Il va manger. J'en connais un qui va manger des olives. Cela dit, on pourrait peut-être partir au Brésil avec Ève et laisser son mari avec le chef. C'est une solution. Et puis il prendra un chef à demeure dans ces cas-là. Voilà. Oui, mais alors du coup, il y aura de la concurrence. Non, mais on va s'arranger. Non, mais ça, c'est d'anthologie. Je crois que c'est la première fois que Sylvain Aurébi n'a pas de. La deuxième. N'a pas de remarque. Je peux peut-être rebondir sur 2-3 des éléments. Je profite justement de ce plateau pour annoncer qu'on ouvre à l'international. En fait, on ouvre en Belgique cette semaine et va suivre le Luxembourg, la Suisse et l'Angleterre avant l'été. Et ce qui justifie en fait notre accélération de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait. Le siège restera en France. Le siège reste en France. Qu'est-ce qui a fait la différence en fait et qu'est-ce qui fait le succès de la Belle Assiette? C'est comme Sylvain l'a expliqué, c'est la technologie. À partir d'une plateforme et un effectif de 11, on peut gérer des centaines de réservations. Le mois dernier, on a fait 190 dîners, événements, etc. partout en France et on va faire pareil au niveau européen. Bon, moi j'ai 2 compliments et 2 remarques. D'accord. Allons-y. Pas bien terrible, mais quand même, je vous entends. Je trouve que la Belle Assiette, c'est l'incarnation de ce qu'on sait faire en France et qu'on peut même déployer encore plus fort d'un mix de savoir-vivre, savoir-faire, art de vivre à la française, la cuisine, les qualités des chefs et ce qu'amène Internet. Donc vous êtes vraiment à la croisée de ça. Des boîtes comme vous, il en faut des milliers. Vous allez faire plaisir à tous les nouveaux ministres du moment. C'est génial. Continuez, ça donne l'exemple. En plus, c'est excellent. J'aime aussi énormément que vous apportiez une notion de référence, de label, une clarté, une lisibilité de ces offres-là. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Mes 2 remarques, c'est... Je me demande pourquoi d'autres n'y sont pas allés aussi fort que vous avant. D'accord. Est-ce qu'ils ont finalement rencontré des difficultés ou des choses que vous n'avez pas encore appréhendées? Pour vraiment expliquer pourquoi il y en a pas, d'autres personnes n'ont pas fait, c'est que il y a 4 ans, on n'aurait pas pu créer la Belle Assiette. Pourquoi? C'est parce que les habitudes de réserver sur Internet sont vraiment en train de se développer. On a commencé avec des produits de grande consommation. Maintenant, on ose en fait réserver un chef directement sur Internet. Et donc, on n'aurait pas pu créer ça il y a 4 ans. C'était pas encore dans l'esprit des gens. L'autre changement, en fait, c'est que les chefs ont commencé à comprendre que Internet est clé à leur activité. Si on regardait il y a 4-5 ans, on voyait quelques petits sites indépendants, mais comme vous l'avez bien expliqué, il était impossible pour un client de comprendre est-ce que je peux faire confiance à ce chef, est-ce qu'il va être de qualité, est-ce que c'est un arnaqueur, est-ce qu'il a une bonne expérience derrière. Et donc, qu'est-ce qui est difficile, c'est tout notre travail de curation et de service pour vous assurer à toute notre clientèle, particuliers et entreprises, que chaque prestation est avec un chef de qualité. Et c'est très long à faire. Vous dites chef de qualité, ça nous amène à ma deuxième remarque. Les chefs sont connus pour avoir du tempérament, pour pas dire des tempéraments difficiles. On dit que quand on rentre dans une cuisine, on a affaire on est dans un métier où il y a des égos. Voilà, il y a de gros égos. Comment vous, les 2 petits jeunes, vous allez nous tenir toute cette horde de talents, d'ego et d'aspiration en fait, c'est une question de diplomatie, c'est sûr, mais c'est aussi de crédibilité. On peut pas laisser un mauvais membre entrer dans la communauté de chefs qui va affecter en fait toute la marque La Belle Assiette et ainsi les 260 chefs qui sont dessus. Donc les chefs nous font confiance dans notre travail en fait. Et non, ils ont bien sûr le choix, c'est eux qui déterminent leur prix. Donc s'ils veulent pas travailler pour des prix qui sont un peu trop bas, à nous d'aller trouver des clients qui sont prêts à payer un tarif plus élevé. Et de la même façon, on va avoir des chefs qui sont passés par des maisons étoilées et des chefs qui viennent de sortir d'écoles hôtelières. En fait, c'est tout notre travail en fait de service pour
pour expliquer à la clientèle que ces deux types peuvent cohabiter. Giorgio Rico et donc Steven Le Guillon pour la belle assiette, la place de marché de mise en relation des chefs qui proposent leurs services et des gens qui aimeraient bien avoir un chef à domicile. Ça cartonne 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires donc en 2014 attendu. Retrouver le plaisir de recevoir. On n'est pas obligé d'avoir un chef à domicile pour avoir le plaisir de recevoir, mais enfin ça peut aider. On peut recevoir sans logistique. On peut recevoir. C'est sa femme qui fait tout. Oh, moi, c'est moi qui fais tout, généralement, à la maison. Dernière pause dans cette émission qui devient de plus en plus sanglante. Il est temps que la saison s'achève. Et nous allons retrouver notre second candidat. Il s'appelle Denis Moron avec Food and Wood. J'ai pas arrêté de l'écorcher pendant toute l'émission. À la fin, je saurai le dire correct. BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Je suis sûr que ça fait longtemps que vous aviez envie d'investir dans des arbres fruitiers, dans des manguiers, dans des oliviers, dans des orangers, au cœur d'une région brésilienne oubliée et qui pourtant bénéficie d'un microclimat absolument unique. Un homme a trouvé cet endroit pour vous. Si vous voulez y mettre des sous, c'est possible. BFM Academy, la mouche de coach. Voilà, donc c'est l'histoire de Denis Moron, Denis Moron, et pas ce que j'ai dit précédemment quand ma fourche a langué, n'est-ce pas? Donc on investit sont des placements financiers sur des terres arables qui sont délaissées, oubliées au Brésil en friche, rendement annuel à 2 chiffres. C'est ça la clé, le rendement annuel à 2 chiffres? La clé, parce que les gens qui mettent des sous, ils vont pas forcément faire le voyage, et il y a le rendement. Oui, la clé, c'est forcément que l'investissement soit intéressant, mais c'est pas la seule clé. La société s'appelle véritablement Food and Wood, investissement responsable. Ouais. Et ça, là pour nous, ça c'est absolument clé. Et je pense que ça l'est pas forcément pour l'investisseur au départ. Ils peuvent être intéressés, il y a peut-être un effet de mode ou le fait de se sentir mieux dans ses baskets si on investit dans quelque chose de responsable, mais pour l'avoir vu avec les premiers investisseurs, ça devient aussi un élément clé dans le temps, dans le projet. Vous êtes là pour gagner de l'argent quand même, hein? Si on ne gagne pas d'argent, il n'y a pas d'investissement. Okay. S'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas être responsable. La mouche du coach avec Sylvain Rébieff chez Garret, entre missionnaire et businessman, allez-y. Alors, missionnaire... chez Garret. Missionnaire, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Denis, c'est que je trouve que vous êtes un conquérant. Vous êtes allé conquérir des terres pour les transformer, un conquérant transformateur. Et vous êtes aujourd'hui dans une émission plutôt dédiée aux start-up, quoique on est ouvert, pour nous dire voilà ce qu'on fait là-bas et voilà de qui on a besoin. Donc je suis d'abord contente que vous soyez là parce que c'est plutôt original pour nous. Je trouve que ce que vous faites est très important. J'avais pas rencontré de gens qui font votre métier comme ça. Voilà, vous êtes l'illustration d'une nouvelle façon d'investir son argent aujourd'hui. Non, mais c'est-à-dire que vous n'en avez pas rencontré. Je pense que plus que conquérant, on est pionnier. Il y a aujourd'hui des fonds d'investissement qui proposent des investissements dans l'agriculture, dans le reboisement. Là où on est pionnier, c'est d'avoir décidé que ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait revaloriser des terres dégradées. Et le moyen de le faire, pour nous le plus évident, c'est cette agroforesterie responsable et ça il y a plein de façons de le faire. On entraîne avec nous les populations locales de tas de façons différentes. Par exemple, quand vous arrivez dans un pays comme le Brésil, que vous achetez des terres, c'est pas comme en France où vous pouvez obtenir tout de suite le nom du propriétaire, etc., le papier qui va bien. Il y a différents. Non, voilà, il y a différents. Il y a un cadastre, mais toutes les terres ne sont pas référencées au cadastre. Il y a différents niveaux. Or, ce qu'on a fait nous, évidemment, on le fait pour les terres qu'on achète pour les investisseurs, pour le compte des investisseurs. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'on a vraiment la propriété légale, enregistrée, etc. Et c'est tout un processus. Mais on le fait aussi pour les agriculteurs, les petits agriculteurs qui sont autour de nous. C'est-à-dire que ça, c'est un premier moyen de les entraîner. Ensuite, on a créé une coopérative. Pareil, pour entraîner les petits agriculteurs, pour mettre à leur disposition nos ressources. On a des investisseurs qui mettent quand même un certain nombre de moyens, des camions. Voilà. Oui, je dois vous faire un aveu, je n'ai pas mon chéquier pour vous faire un chèque de 100 ou 200 000. J'en suis désolée, je le ferai volontiers. Pour autant... Voilà, je me mets dans la position de j'ai 200 000 de la poche, est-ce que je vous les donne? Et donc ma remarque c'est sur ça.
Mon conseil, en fait, c'est d'investir beaucoup en communication. Vous venez de refaire votre site qui est très beau, très clair, très explicite, qui présente la démarche. J'attends de votre part que vous soyez vraiment communicant sur l'expérience, alors sans nécessairement citer les noms, de ceux qui ont mis de l'argent et de ceux qui en ont retiré. Là-dessus. Voilà. Je vais rejoindre Ève parce qu'il y a un très bon... vous portez un projet très ambitieux. C'est un très beau projet de grande ampleur. Vous êtes donné les moyens de réussir, en plus, parce que vous avez une connaissance approfondie du pays. Vous faites un constat lucide de la situation sur place dans ces régions et donc des besoins qui découlent de cela. Vous mettez en place les conditions de la revalorisation des terres, mais aussi du travail des gens autour. Donc c'est du vrai développement équitable. Vous utilisez des subventions régionales, puisque vous avez obtenu, je crois, dans l'État de Bahia... on a le soutien, ce que j'ai vu on a le soutien sur votre site, pour financer le cycle d'exploitation et les machines. Et puis vous êtes un duo complémentaire, l'un qui cherche des fonds ici, c'est vous, et votre associé Didier, je me suis pas trompé, qui suit tout ça au Brésil. Donc des très bons fondamentaux quand on se lance dans l'agriculture, mais ça suffit pas véritablement. C'est le bon côté, ça fait rêver tout le monde, y compris les investisseurs. Mais après derrière, il faut les rassurer. Et c'est là que j'ai un peu plus de problèmes parce que vous avez un excellent projet, mais c'est difficile de le vendre. Ce que disait Ève à l'instant. En fait, vous vendez un produit financier. Vous êtes un fonds. Vous voulez pas le dire, mais vous êtes un fonds. Vous êtes un fonds d'investissement dont le sous-jacent, si j'ose dire, est la terre. Et là, ça se gâte un peu parce que on le sent pas véritablement ni dans votre site ni dans votre discours. Vous êtes très imprégné de cette agriculture. Ouais. Vous montrez des chiffres alléchants, mais enfin, on sent pas véritablement qu'on peut effectivement faire de la rentabilité à 2 chiffres. Vous n'avez pas de track record, etc. Je passe sur le risque politique. Alors, même au Brésil, c'est peut-être pas terrible, mais enfin, il y a quand même un risque politique. Le risque climatique est énorme. Vous avez parlé de sécheresse. On sort actuellement d'une sécheresse énorme au Brésil, donc vous êtes forcément impacté et les chiffres que vous prévoyez sont forcément pas les bons. Et quand vous tapez pas un Niño au Brésil, vous connaissez ça aussi bien que moi, il y a toujours des risques climatiques, ou la sécheresse, ou les inondations, ou le froid quand on est en altitude. Même si vous avez des cultures diversifiées, ça peut poser des problèmes. Et il y a des risques de maladies, et surtout quand on veut être bio, c'est difficile de traiter ces maladies, donc c'est encore des choses qui sont pas évidentes. Et puis, votre business model, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Donc, je trouve qu'il y a des choses exceptionnelles, mais que vous devez vous positionner comme un fonds et donner les mêmes garanties qu'offrent des fonds placés en produits financiers. C'est un peu là-dessus qu'il faut travailler. Ça nous ramène un peu à ce que je disais au début, missionnaire, businessman, oser le côté businessman, oser le côté fonds d'investissement, le côté placement financier. Il n'y a pas que les actions, il y a aussi la terre, pourquoi pas. Et il y a la terre au Brésil, effectivement, en friche et délaissée, pourquoi pas. Mais voilà. Avec de bons rendements. Bon, il y avait beaucoup de choses dans votre... oui, je sais bien, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. Il y avait cet aspect-là, et puis l'aspect rentabilité, et puis l'aspect business model. De toute évidence, on s'est concentré... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé là-bas, on a découvert ce microclimat, on a eu ce projet au départ, de développer une activité agricole, d'agroforesterie dans cette région-là. Donc il a fallu monter tout ça, il a fallu trouver des fonds. Les premiers fonds, ce sont forcément des gens autour de nous. Je suis allé voir des family office, j'ai vu des gens dont c'est le métier d'investir comme ça dans des choses un peu particulières, mais qui nous ont dit vous n'avez pas de track record, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez rien à prouver. Ça, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a 250 hectares de fruitiers qui sont plantés sur ces plateaux. On le voit dans le reportage. Ce sont des terres en friche. Et tout à coup, vous avez maintenant, voilà, vous avez 250 hectares de fruitiers à cet endroit-là. 250 hectares, même à l'échelle du Brésil, c'est beaucoup. Donc, on a fait cette preuve-là et on a parlé par exemple de la sécheresse. Oui, alors ça effectivement, ça nous est tombé dessus et puis alors au pire moment. On venait de commencer à planter. C'est toujours au pire moment que ça se passe. Là, nous, on venait de commencer à planter. Mais bon, voilà, on a fait le point. On a traversé tout ça. On se retrouve Ève et moi sur la communication, sur le fait que vous êtes aussi. D'ailleurs, pour les investisseurs qui nous écoutent, on nous contacte à notre site web. Voilà. Bon, voilà. C'est quand même de l'investissement, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cette semaine, l'affaire se joue le dernier duel de la saison entre Steven Le Guillon avec La Belle Assiette face à Denis Moron avec Food & Wood, bfmbusiness.com. Comme d'habitude, l'application BFM Academy signée Maïka. Et donc, il va y avoir une émission spéciale dans une semaine et après, on rentrera dans la phase des 4 éliminatoires qui nous conduiront à avoir 4 demi-finalistes.
BFM Academy, il n'en restera qu'un. Retour à Paris, on quitte le Brésil, les mangues, les oliviers. Paris. Pour toutes les startups qui cherchent de l'argent pour se développer, on ne parle que de ça chaque week-end ici. Convention de financement, j'en cite deux. Une à Bordeaux qui va concerner évidemment toute l'Aquitaine, mais aussi plein d'autres boîtes de France et de Navarre. Découvrez Innovaday, vous allez sur Innovaday, comme ça se prononce.com, ça se passe le 3 juin à Bordeaux. L'année dernière, 25 millions d'euros de fonds levés, pardon, il y a 2 ans, c'est tous les 2 ans. Innovaday, et puis le 3 juillet en région parisienne à Saclay, Saclay Startup Invest, donc c'est Paris-Saclay-Invest.com. Là aussi, quelques millions d'euros pour les startups innovantes. Bon, et puis moi, pendant que Nicolas mange sa mangue, je vous parle de mon MacBook préféré, le Oui Demain. C'est mi-magazine, mi-livre, c'est le MacBook des frères Siegel, c'est le numéro 6, donc ça marche bien. Magazine sociétal pour construire le monde de demain. Une revue pour changer d'époque, c'est extraordinaire, il y a des dossiers passionnants. Il y a un dossier sur la Blue Society, c'est le potentiel infini des océans pour manger, se soigner, produire de l'énergie. Il y a les nouveaux élixirs de vie, les champignons, vous allez peut-être nous faire pousser des champignons au Brésil qui peuvent dépolluer le sol, remplacer les pesticides. C'est un truc incroyable. Et vous allez découvrir qui est le nouveau Gandhi, parce qu'il est vraiment dans le bouquin. Donc c'est magnifique, il y a des très belles photos. Ça se trouve dans les librairies et les kiosques, ça coûte 12 €. À lire absolument au plus vite. Numéro de printemps 2014, voilà. Oui demain, l'avenir est dans la mer. Voilà. Ainsi s'achève la saison de la BFM Academy, enfin la saison des duels hebdomadaires. Émission spéciale la semaine prochaine, que sont-ils devenus? On fera venir 8 anciens qui nous raconteront leurs belles histoires, puis les éliminatoires, puis les demi-finales, et puis vous connaissez la suite. Voilà, à bientôt, on se retrouve très vite. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 9.